La vie est belle. Et là, tu découvres que tu as un cancer. Oui, exact. Fait que... À peu près une semaine avant mon premier traitement, que là, j'ai découvert la fondation, en fait. Là, puis c'est... Mais voyons donc, c'est donc bien extraordinaire. Puis toutes les ressources, c'est tellement complet. Ça l'a fait toute la différence parce que juste de se regarder dans le miroir puis de voir qu'on a encore des cheveux, on se victimise pas. Et l'autre affaire aussi, c'est que c'est le fun d'avoir créé cette communauté-là. Hein? Oui, vraiment. Comme je disais, ça a vraiment changé ma vie. En fait, là, on se sent moins seul, tu sais, parce qu'on a beau d'en parler à nos proches, puis mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Là. Ça l'a fait vraiment une différence sur... Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Alors aujourd'hui, on a une invitée spéciale... vraiment spéciale, en fait. Mégane Renaud, bienvenue. Merci de m'inviter. C'est vraiment gentil. Très contente que tu sois ici. Écoute, Mégane, tu es influenceuse, créatrice de contenu, très présente, je dirais, auprès d'une belle clientèle, d'une belle communauté hein, que tu as bâtie au fil des années depuis maintenant 8 ans. Oui, exactement. Wow, génial. Alors là, j'ai beaucoup à apprendre de toi. Parce que... Ça va me faire plaisir. Parce que là, comme on disait avant l'émission, ma tante Cléo, elle connaît pas tout ça. Elle a besoin de connaître ça. Ben oui. Alors, aujourd'hui, on va faire une émission spéciale sur le podcast Histoire d'hypercroissance. On va faire une émission spéciale. On voit le logo ici à l'écran de la Fondation Garde tes cheveux, la fondation pour laquelle nous, chez Hypercroissance, on s'implique parce que j'ai eu droit au casque que j'ai fait, en fait, lors de mes traitements de chimio. Et tu viens de passer par là, toi aussi. Oui, effectivement. J'ai terminé mon dernier traitement le 2 octobre. Là, fait que ça fait... Quelques mois. Ouais, quelques mois. Ouais. Hey, c'est ça. Fait que, tu sais, le 2 octobre, tu as passé à travers ça. Et tu as été très vocale aussi sur les réseaux sociaux. Fait qu'on t'en remercie. Parce qu'on a besoin de gens comme ça, de gens qui vont influencer pour prendre des bonnes décisions et des choix éclairés. Absolument. Donc, aujourd'hui, on veut mettre de l'avant un peu ton histoire, ton parcours, dans le cadre de la semaine du podcaston. Fait que pour les auditeurs qui ne connaissent pas c'est quoi, c'est Jérémy qui a créé le podcaston, comme à l'époque, les télétons. Oui. Et c'est plus de 1500 podcasts qui, durant la semaine de mars, donc la semaine du 17 mars, vont publier un épisode sur un organisme qui souhaite encourager. Alors, toi, tu as accepté de conduire de Drummondville jusqu'ici. OK, oui, la grande route. Oui, pour venir, en fait, parler un peu de ton expérience par rapport au casque réfrigérant et nous partager ton histoire pour en inspirer plein d'autres, faire découvrir cette fondation-là qui mérite d'être connue. Tellement, tellement. Pour vrai, ça, comme je disais, ça a vraiment changé ma vie, en fait, là. Cette fondation-là, je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Je l'ai découvert très dernière minute avant mes traitements, mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Là. Ça l'a fait vraiment une différence sur tout le processus, la façon dont j'ai traversé la maladie. Là. Fait que je suis vraiment reconnaissante. Puis avant d'aller dans le vif du sujet, justement, de parler de ça, là, on est dans le podcast Histoire d'hypercroissance. Le mot « histoire » est très important. Puis j'aimerais ça connaître, c'est quoi l'histoire de Mégane? Oui, avec plaisir. Oui. Raconte-moi. Parle-moi de toi. Tu as étudié en quoi? Tu viens d'où? Qu'est-ce qui a fait comment on devient une influenceuse aujourd'hui?
Oui, bien, en fait, moi, là, j'ai pour mon dire que si on a envie de devenir influenceur, on peut devenir influenceur. Il faut mettre le temps, il faut mettre beaucoup d'investissements financiers, mais aussi en temps. Mais si on veut, on peut. Là, c'est vraiment quelque chose de plus accessible que ce qu'on peut penser. D'ailleurs, on en voit de plus en plus. Oui. C'est tellement un terrain très vaste. Les créateurs de contenu, on gagne notre vie, en fait, avec les partenariats rémunérés avec les entreprises avec lesquels on travaille. Fait que, il y a tellement d'entreprises dans le monde que à peu près tout le monde pourrait faire de la création de contenu. Puis on le voit de plus en plus. Là, les gens, même s'ils ne veulent pas gagner leur vie avec ça, là, ça partage leur épicerie sur les réseaux sociaux. Puis, moi, je trouve ça beau à voir. Mais ceci dit, en fait, moi, je suis née à Drummondville, j'ai grandi à Drummondville et je vais mourir à Drummondville. C'est vraiment... J'adore ma ville. En fait, c'est pas une ville très extraordinaire, mais c'est pas trop la grande ville, puis c'est pas trop non plus la campagne. Fait que, tu sais, j'aime le mix des deux. Puis, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille très artistique. Là. Ma mère chantait, mon père aussi chantait à la maison. Tu sais, il y avait beaucoup de musique. Ma mère, elle peignait aussi des tableaux. Fait que, tu sais, j'ai grandi là-dedans, puis je me suis promenée beaucoup quand j'étais enfant. Tu sais, j'ai fait des chorales, j'ai fait du théâtre, tu sais, je touchais un peu à tout, les arts visuels aussi. Finalement, j'ai vraiment trouvé mon bonheur dans le théâtre, en fait, l'art dramatique. C'est vraiment au secondaire que là, j'ai commencé à goûter un peu à ça, puis que j'ai vraiment tripé, en fait. Là. Fait que j'ai fait une couple de petites pièces de théâtre par-ci, par-là. Puis quand je suis arrivée au cégep, je me suis inscrite en fait en arts et lettres, culture et communication au cégep de Victoriaville. Puis là, j'ai vraiment commencé à faire plus des pièces de théâtre, des comédies musicales, parce que nous, on avait un parascolaire de comédie musicale au cégep de Victoriaville, puis c'était la grosse affaire. Tu sais, la comédie musicale, il y avait des auditions, puis c'était vraiment le spectacle que tout le cégep parlait. Fait que moi, je me suis dit, je veux absolument faire ça. Tu sais, moi, je faisais du théâtre, mais je chantais aussi. Fait que c'était le meilleur des mondes, tu sais. Oui. Fait que j'ai commencé à faire, c'est ça, des comédies musicales comme ça. Après ça, j'en ai fait aussi, tu sais, en dehors du cégep, dans des troupes de théâtre à Drummondville. J'en ai fait à Québec aussi quand je suis allée étudier, parce que j'ai étudié au bac en théâtre aussi à l'Université Laval, qui est un petit peu plus axé sur la mise en scène, la dramaturgie, mais quand même, ça m'a permis de découvrir comme d'autres facettes du théâtre autres que le jeu. Puis, quand j'ai terminé mes études, en fait, j'avais plus de projet artistique vraiment... niveau théâtral et tout ça. J'ai auditionné dans des écoles de théâtre à ce moment-là, puis je passais la première, deuxième audition, mais finalement, je n'étais pas pris. Fait que là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je préfère qui me permettrait vraiment d'alimenter cet amour-là que j'ai pour, tu sais... La créativité. Oui, la créativité, c'est ça. Puis j'aimais, tu sais, l'animation et tout ça. Fait que... puis à ce moment-là, j'écoutais des vidéos sur YouTube, des YouTubers, là, tu sais, mais je savais même pas que ça s'appelait un YouTuber. Tu sais, pour moi, c'était des gens qui faisaient des vidéos, tu sais, des challenges. Tu sais, dans ce temps-là, c'était bien ça, la mode, le maquillage, beaucoup. Fait que je trouvais ça bien intéressant. Puis je me suis dit... J'ai envie de le faire moi aussi. Je me suis acheté une caméra, j'ai commencé à publier des vidéos. Tu sais, vraiment. T'as quel âge à ce moment-là, Mégane? J'avais 20-21 ans environ. OK. Puis, tu sais, vraiment dans la plus grande naïveté du monde. Tu sais, comme moi, là, je me souciais tellement pas de ce que les gens pouvaient penser. Puis, je pense qu'il faut se lancer un peu dans l'insouciance. Parce que si on commence à se dire, ah, les gens vont me juger, si ça, on le fera pas. Tu sais. Fait qu'il faut vraiment y aller un peu, c'est ça, naïvement, puis se dire, on le fait pour nous, on a du plaisir à le faire. C'est ça l'important au final. Puis, tu sais, moi, c'était vraiment dans le but, en fait, d'alimenter ma créativité. Tu sais, je me disais pas, un jour, je vais gagner ma vie avec ça. Puis, ben c'est ça. De fil en aiguille, j'ai continué à faire des vidéos sur YouTube. Puis là, j'ai commencé à avoir des approches pour des partenariats. D'ailleurs, je me rappelle, mon premier partenariat, c'était avec les films Civil. Hey, je me sentais big, là. Quand ils m'ont approché, là, ils m'ont invité à la première d'un film, tu sais, puis c'était la grosse affaire, là. J'avais une vidéo à tourner, puis moi, j'en revenais pas, là. J'étais vraiment contente. Puis après ça, ben là, c'est ça, j'ai commencé à faire des petits partenariats par-ci, par-là. Puis à un moment donné, les entreprises voulaient que je fasse des publications conjointement aussi avec Instagram, tu sais. Puis moi, j'étais pas très active sur Instagram à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est là que ça a comme commencé. Je commençais à faire des vidéos, des photos sur Instagram un peu plus avec les entreprises. Puis éventuellement, là, je suis rentrée dans une agence.
Puis mon agence m'a encouragée à pousser TikTok aussi. Ça me tentait pas au début, mais je me suis lancée. Quand tu parles d'agence, c'est une agence marketing qui t'aide? Non, c'est vraiment une agence de talent, là, agence d'artistes, mais pour les influenceurs. OK, fait que ça, tu peux... OK, donc, ils te trouvent, ils te mettent en lien avec des partenariats? Oui, ils te mettent, exact. OK, ils t'aident C'est vraiment. en fait, c'est l'intermédiaire entre les entreprises et nous. Fait que, tu sais, nous, on se concentre vraiment juste sur créer le contenu puis faire le plus le fun un peu. Puis eux se chargent du côté administratif, chose qui fait amplement mon affaire. Fait que c'est vraiment comme ça, en fait, que ça a commencé. Puis là, justement, c'est tout nouveau, mais là, je vais commencer des cours de doublage aussi. Peut-être éventuellement commencer à faire du doublage. Mon agente aussi, elle me pousse pour des rôles, des petits rôles à la télé. Fait que, tu sais, c'est comme un... Moi, je suis super versatile. Là. Tu le vois dans mon contenu. Là, quand les gens me disent, c'est quoi ton créneau? Je suis comme, il y en a beaucoup. Là. Il y en a beaucoup. C'est à la couleur de ma personnalité. Là. Oui, t'aimes ça. Mais ça revient un petit peu à tout ce que, tu sais, ton enfance qui était très artistique, en fait. Puis tu touches à tout, là. Exact. Autant le chant, le théâtre, etc. Mais c'est bien que tu aies trouvé ce créneau-là. Et quand on parle d'être une influenceuse et tout, et la création de contenu, moi, la question que je me suis toujours posée, c'est ça prend combien de temps? Ah, c'est quand même long. Parce que ça dépend, là, mais tu sais, mettons qu'on fait un contrat là, avec une entreprise, il y a beaucoup d'étapes auxquelles les gens sont pas au courant. Bien, c'est ça, parce que moi, je vois le petit reel qui est bien cool, hot, mais il doit y avoir un travail colossal à l'arrière de ça. Oui, absolument. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est un métier qui est extrêmement prenant, dans le sens où, oui, c'est prenant, mais les gens se doutent pas à quel point il y a beaucoup, c'est ça, d'étapes. Parce que juste, ne serait-ce que le client qui nous approche au début, il y a toute la première partie, en fait, qui est de décrire la campagne, la négociation, de faire des appels avec le client où est-ce qu'il va nous lire un document brief. Après ça, il faut envoyer un concept. Fait que, tu sais, ce qu'on voit, en fait, là, quand on regarde le reel, là, ben, ça a tout été écrit. Il faut envoyer le scénario, qu'est-ce qu'on dit, comment on est habillé, on est placé de telle façon, dans telle pièce. Tout est énuméré. Fait que là, il y a ce processus-là qu'il faut faire, en fait, de rédiger le concept. Là, des fois, le client va nous dire, bon, OK, il y aurait ça qu'on voudrait modifier. Fait que là, on envoie une V2, ça peut être V3, V4, V5, V6. J'ai même eu une V8, là, à un moment donné. Ça peut être un... Cette partie-là est quand même assez longue. Puis après ça, bien, dans le fond, on tourne le contenu. Il y a tout... Puis ça, tourner le contenu, ça peut prendre une demi-journée à une journée là, pour un contrat. Après ça, bien, il y a tout, évidemment, le montage, tout ce qui vient avec. Quand c'est sur YouTube, il faut faire une miniature, la photo de couverture, il faut écrire le texte de légende. Ça, c'est-tu tout toi qui fais ça ou tu as de l'aide? Non, moi, je fais tout moi-même. Mais ça fait partie de... une grande partie de moi qui est que j'ai bien de la misère à déléguer. Okay. Vraiment beaucoup de misère. Fait que je fais tout moi-même. Puis, tu sais aussi, mettons, les musiques libres de droit. Là, ben, tu sais, dans le fond, moi, j'ai engagé quelqu'un qui me fait des musiques libres de droit. Tu sais, fait que ça, c'est du travail aussi auquel les gens pensent pas, tu sais. Mais il y a ça. Puis après ça, bien, une fois que le contenu est publié, bien là, tu as un rapport statistique à monter où est-ce que tu vas comme tout noter les statistiques de ton contenu, tu sais, la portée, le nombre de j'aime et tout ça. Puis après ça, bien là, la facturation. Fait que, tu sais, c'est quand même un long processus pour un seul contrat. Tu sais, les gens, ils pensent qu'on sort notre caméra, on se filme, on publie, puis c'est réglé, mais il y a plusieurs étapes à travers tout ça. C'est ça, exact. OK, je comprends. Et là, toi, dans le fond, tu es sur Instagram. Oui. Au début, tu n'étais pas trop sûre. Fait que là, raconte-moi un peu comment tu as créé ton compte. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu as 45 000 abonnés. C'est ça? C'est ça, exact. Bien, en fait, j'avais Instagram à ce moment-là, mais tu sais, je publiais des petites photos par-ci, par-là. Tu sais, dans le temps, c'était bien... c'était pour les filtres là, qu'on utilisait Instagram. Il y avait plein de petits filtres, là, sépia, puis de toutes les couleurs. Fait que, tu sais, on publiait ça. Puis moi, c'est ça que je faisais, en fait. Puis, en fait, après ça, tu sais, là, quand j'ai vu que les entreprises aimaient qu'on fasse du contenu un peu plus professionnel aussi, bien là, j'ai commencé à vraiment mettre de l'avant un peu plus des produits. Puis là, je prenais, mettons, je faisais des échanges de services contre des produits gratuits parce que, tu sais, on commence tous un peu comme ça, en fait, là. Fait que, puis là, ben là, tu sais, ça, c'est justement parce que je donne des formations là, sur la création de contenu. Puis,
sais, ça, je le mentionne, je le dis, tu sais, faites-en, là, tu sais, du contenu gratuit, là, où est-ce que vous recevez des produits, publiez-le, tu sais, les gens, les entreprises, après ça, ils le voient, tu sais, puis ils voient, ah, crème, OK, elle veut faire de la création de contenu, cette personne-là. Puis là, c'est comme ça qu'on est approché tranquillement, puis que là, éventuellement, tu sais, on est rémunéré. Mais tu sais, dans le temps, Instagram, c'était bien les photos là, seulement. Puis là, maintenant, c'est rare qu'on a des contrats avec des entreprises que c'est simplement une photo. Là. On est vraiment dans l'ère des vidéos. Là. D'ailleurs, Instagram pousse beaucoup ça. Oui. Puis là, t'es TikTok aussi? TikTok aussi. Ça, j'ai commencé il y a quelques années. Je me suis tannée, j'ai arrêté. Puis là, c'est ça, mon agence, elle me disait, il faudrait que tu publies. Là. Tu sais, là, les clients, ils veulent du TikTok, puis tout ça. Puis là, il fallait que je me bâtisse une communauté aussi sur TikTok. Puis là, j'étais comme, hey, c'est prenant là, de faire du contenu pour Instagram, YouTube, après ça, TikTok. Puis c'est ça, on n'a pas juste le temps de juste faire des vidéos. Il faut faire tout ce qui est en dehors, en arrière. Puis moi, j'ai plein d'autres projets aussi que j'aime avoir en même temps. Fait que, là, mon agence, elle me dit, publie les mêmes vidéos. Elle dit, ce que tu publies sur Instagram, publie-le sur TikTok aussi. Puis j'étais comme, les gens vont me trouver redondant. Puis elle était comme, non, tu vas voir là, la communauté, tu vas réaliser que c'est pas le même monde qui te suit là, d'une plateforme à l'autre. Puis c'est vraiment vrai. T'sais, oui, il y en a qui nous suivent sur les deux, mais somme toute, c'est ça, la communauté est quand même assez différente. Fait que maintenant, c'est ça que je fais. Là. Je publie sur les deux. Comment tu décrirais, c'est quoi la communauté, mettons, ton monde qui te suit? C'est quoi la différence entre TikTok et Instagram? Bien, premièrement, les applications sont très de générations différentes. Okay. TikTok, on est beaucoup plus dans le 20 ans et moins. Il y en a de plus en plus, là, des gens un peu plus âgés. Mais Instagram, on est plus dans ma génération. Là, c'est vraiment du 25-35. Ça monte un peu, mais somme toute, c'est vraiment plus... C'est pour ça, moi, Instagram, c'est très maman. Là, les personnes qui me suivent. TikTok, on a beaucoup d'hommes qui me suivent. C'est quand même, le ratio est quand même un peu plus égal, mais c'est vraiment du monde plus jeune. T'sais. Plus jeune. Ouais. Okay. Fait que, TikTok, souvent, je vais comme pousser un peu plus ce qui est humoristique, un peu plus, je sais pas comment dire, des trucs, c'est ça, qui vont peut-être plus aller rejoindre ce monde-là, tandis que sur Instagram, je vais plus pousser des recettes, des trucs un peu plus style de vie. Le style de vie, exactement. Puis, tu sais, moi, je vois ça, là, puis je trouve ça exceptionnel, là, le côté créatif. Là, moi, tu me dirais, je suis ingénieure de formation. Là, fait que là, tu me dis, va-t'en, je bloque. Là, c'est pour ça que je fais des podcasts, puis je fais des reels avec les podcasts. Ça, c'est le plus que je peux faire, parce que j'aime vraiment pas ça, moi, parler à une caméra et tout. Puis j'admire ça, les gens qui sont capables de le faire. Puis la façon dont tu le fais pour avoir regardé ton contenu... Puis c'est ça aussi qui doit être délicat dans le rôle d'influenceur, c'est de le faire pour pas avoir l'impression de vendre non plus, mais de le faire, de croire... tu veux pas perdre ton nom non plus, tu veux pas te l'air que ce soit trop push, faut comme bien doser ça, non? Oui, vraiment, absolument. Puis, des fois, c'est ça qui est comme un peu plus touché avec des entreprises. On veut vraiment être nous-mêmes, mais eux, ils veulent ça un peu plus corpo. Mais on leur dit, c'est vraiment mieux quand c'est plus naturel, puis que c'est pas trop publicitaire. Puis il y a des entreprises qui sont bien à cheval là-dessus, mais oui, c'est vraiment plus gagnant quand on parle vraiment comme si c'était... j'ai découvert ça, c'est le fun, j'aime ça. C'est ça, exact. Puis on le voit aussi là, dans les ventes là, pour les entreprises. Là, après ça, ils le voient, souvent, mettons, ils vont nous donner des codes promo. Fait que ça leur permet de vraiment aller capter, c'est quoi les ventes qui sont reliées au contenu de Mégane, par exemple. Fait que, puis on le voit, là, quand c'est vraiment plus... tantôt, on s'en parlait en arrière de la caméra. Il fut un temps où je filmais beaucoup avec ma caméra, puis que je faisais tellement... Ça me prenait du temps, là, c'était du contenu professionnel, mais c'était... Les retombées étaient tellement moins efficaces que quand je l'ai fait avec mon sel, que je fais une story, que je m'adresse à la caméra puis que c'est à la bonne franquette, parce que c'est un peu plus naturel. C'est naturel. Les gens ont besoin d'authenticité. Oui, exact. De plus en plus. Vraiment. C'est ça. C'est quoi les grandes tendances que tu vois justement au niveau de la création de contenu? Les vidéos, il faut vraiment que ce soit de format le plus court possible. Même qu'il y en a qui vont... La vidéo, ça va être à peu près rien. Là. Ça va être une séquence de 3 secondes, puis tout va se passer dans la caption. Fait que ça fait qu'on invite les gens à lire la caption, qui est le texte de légende, en fait, en dessous de la vidéo. Fait que les gens, en lisant ça, bien, la vidéo qui dure 3 secondes,
elle recommence. Puis ça va la booster, vraiment. OK. Parce que là, plus qu'une vidéo est réécoutée, les premières secondes aussi qui sont très importantes. Oui. Fait que ça, ben, ça vient booster les vidéos. Fait qu'on est beaucoup là-dedans. Puis c'est ça, comme on le disait, tu sais, les vlogs, avant, c'était bien populaire sur YouTube. Là, on en voit de plus en plus sur Instagram. Puis ça, il en parle, tu sais, qu'il y a vraiment... On veut plus de daily, tu sais, de contenu plus naturel. On veut voir les gens dans leur quotidien, tu sais, les gens sont très curieux. Là. Ils aiment ça voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de telle personne, puis de voir ça, du contenu qui est comme plus court. Même les recettes là, ou les vidéos, tu vois, c'est des petits plans là, saccadés. Là, c'est très rapide. Là, on n'a plus de longs plans. Oui. Ouais, puis c'est vraiment ça en ce moment qui est comme super tendance. Ouais. Puis comment tu vois ça, toi, d'avoir quelqu'un qui... Bien, pas d'avoir quelqu'un, mais tu sais, comme tu dis, les gens sont curieux. Oui. Puis tu sais, tu partages un peu ton environnement, ta maison, tes enfants, tu sais. Comment tu gères ça? Tu sais, es-tu à l'aise avec ça? Tu sais, souvent, tu vois, il y a comme un peu... c'est des gens qui ont une certaine gêne. Oui. Des fois, c'est trop, des fois, c'est pas assez. Tu sais, comment tu gères ça, toi? Je le gère de moins en moins bien. Parce qu'avant, j'étais full à l'aise. Tu sais, je montrais tout. Je parlais de tout. C'était vraiment... en fait, je suis encore sans tabou, mais vraiment, là, tu sais, je mentionnais... Tu sais, même à mes abonnés sur YouTube, je leur disais si ça allait mal avec mon chum, là. Tu sais, comme je partageais tout, là, tu sais. Puis, tu sais, ma maison, ben dans ce temps-là, mes appartements, ces choses-là. Puis maintenant, je commence à avoir un petit peu plus de réserve. On dirait que je suis moins à l'aise de tout montrer, des zones aussi, des aspects de ma vie que maintenant je garde pour moi, qui sont pour moi. Oui, qui doit être normal d'être privé aussi. C'est tout à fait normal. Oui, c'est ça, exact. Ce qui n'est pas normal, en fait, c'est de justement tout partager parce qu'au final, tu sais, je veux dire, j'ai mes amis, j'ai ma famille pour me confier, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment thérapeutique, là, par exemple, d'avoir, tu sais, mettons une chaîne YouTube, là, où est-ce qu'on fait du vlog puis qu'on prend le temps de jaser, là. On dirait que ça fait du bien de juste extérioriser puis de parler de tout et de rien. Fait que ça, c'est quand même, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Là, je fais moins de vidéos YouTube parce qu'on est moins... tu sais, même au Québec, il y a une réorientation un peu de... On est plus dans les vidéos à la française, là, dans le sens où c'est plus des... je sais pas comment dire, des vidéos plus de type aller, mettons, faire le tour des meilleurs restaurants de Montréal ou, tu sais, d'être très dans le foodie, encore le maquillage ou, tu sais, le vlog, mais on est moins dans justement le maquillage comme avant ou, tu sais, les vlogs, on en voit de moins en moins aussi au Québec. Il y en a encore, mais, tu sais, c'est moins à la mode que c'était. Fait que, tu sais, là, moi, je me concentre plus sur Instagram et TikTok, mais, tu sais, mes enfants aussi... j'ai un peu plus de difficultés parce que mon plus vieux, en fait, il a commencé à le mentionner, qu'il voulait pas être filmé. Tu sais, il veut pas, là. Tu sais, comme je sors ma caméra, là, arrête de me regarder avec ta vidéo. Fait que, tu sais, je respecte ça, puis ça se fait naturellement aussi que tu sais, je les montre moins, puis, tu sais, je les montre quand même. Les gens savent mes enfants ressemblent à quoi, puis, tu sais... Mais en même temps, tu sais, ils sont encore trop jeunes. Tu sais, ils n'ont pas, en fait, la conscience, tu sais, de se dire qu'il y a autant de gens qui peuvent les voir, tu sais. Fait que j'essaie de faire attention à ça aussi. Protéger un peu cette unité familiale-là. Oui, je comprends. Non, je comprends, mais je pense que tu le fais bien, tu sais, jusqu'à date. Y a-tu... tu sais, là, on parle parce que, tu sais, je trouve que il n'y a pas de guide d'instruction, tu sais, quand tu te lances comme ça. Hein, c'est vraiment... On suit les tendances, ça évolue, etc. Y a-tu, en fait, pour les gens peut-être qui pensent se lancer là-dedans, y a-tu des conséquences ou un downside? Là, y a-tu des choses à regarder ou à faire attention? Ben oui, il y a des choses à regarder. Tu sais, premièrement, là, c'est un métier qu'on ne sait pas, c'est-tu éphémère? Tu sais, tous les gens qui gagnent leur vie comme créateurs de contenu en ce moment, moi, je me dis, il faut quand même que tu aies un plan B parce que tu sais pas, tu sais. Puis on a vu des histoires d'horreur l'année passée. Il y en a eu beaucoup. Là. Il y a eu une vague de créatrices de contenu qui se sont faites pirater leur compte. Fait qu'ils ont tout perdu là, du jour au lendemain. Tu n'as plus d'abonnés. T'es plus payé. Il n'y a plus personne qui collabore avec toi. Là. Fait qu'il faut que tu aies quand même un plan B. Puis, tu sais, moi, je me suis toujours... pris des petits trucs par-ci, par-là. Puis, je sais que j'ai tout l'aspect, formation, des connaissances en réseaux sociaux qui vont pouvoir m'ouvrir d'autres portes ailleurs. Puis, je suis quand même assez versatile, mais il faut quand même pas oublier que
ça se peut que dans 10 ans, le monde, ça leur tente plus de me suivre. Là, dans 10 ans, je vais avoir 40 ans, puis peut-être que le monde va vouloir suivre les petites jeunes de 25 ans là, à ce moment-là. Fait que, il faut quand même pas oublier ça. Puis, on l'a mentionné, l'aspect la vie privée, ben c'est sûr que dès que tu te lances sur les réseaux sociaux, il faut que tu sois conscient que ta vie privée n'est plus privée. Puis, même quand tu sors de chez toi, les gens, ils te reconnaissent et tout ça. Oui, tu te fais-tu comme, mettons... Oui, ça arrive quand même assez souvent. Plus avant que maintenant, parce que, j'ai une communauté très bienveillante. Là. Souvent, je vais recevoir des messages comme « Ah, je t'ai vu de loin, mais je voulais pas te déranger. » Puis, moi, je suis pareil. Là, je vois quelqu'un que je suis sur les réseaux, je n'irai pas la voir. Je vais souvent comme... respecter l'intimité de la personne. Exactement. Ouais. Fait que il y a ça, mais il y a aussi, les proches, en fait, là, de la personne qui fait de la création de contenu, là, eux en sont aussi affectés parce que, moi, je me suis fait un nouveau copain récemment parce que je me suis séparée du père de mes enfants l'an dernier. Puis mon nouveau copain, lui, il n'y avait pas de photos là, sur les réseaux sociaux. Là. Il n'est pas très réseaux sociaux. Puis lui, au début, il était comme « Ah, je suis super à l'aise. » Puis là, plus que ça va, il est comme « Ouais, il y a peut-être des trucs qui est moins à l'aise. » Puis moi, je respecte ça à fond. Je ne veux pas non plus imposer quoi que ce soit. Mais c'est ça, le reste que quand tu es un proche d'une personne qui fait de la création de contenu, ben ça vient un petit peu avec. Fait que ça, c'est des aspects à penser. Puis, c'est sûr que ça reste que c'est un travail, en fait, avec un revenu instable. Tu peux très bien gagner ta vie, mais il faut quand même que tu penses à bien travailler placer. Travailler plan B, travailler ça, exactement. Ouais, exactement. Ça, je pense que tu le fais extrêmement bien. Et là, on a une Mégane qui est maman de 2 enfants, donc 4 ans, 2 ans, ça, tu me disais tantôt. 2 beaux garçons. Et là... la vie est belle et là, tu découvres que tu as un cancer. Oui, exact. Fait que raconte un peu comment ça s'est passé. Oui, en fait, printemps 2024, moi, j'étais au top de ma forme. Tu sais, vraiment, là, j'allais super bien moralement, physiquement. Tu sais, tout allait A1. Je voyageais, je travaillais, tu sais, puis ça allait super bien. Puis, dans le fond, une bonne journée. En fait, ça a commencé parce que j'étais allée consulter parce que mes enfants avaient une streptocoque. Oui. Puis, le médecin a commencé à regarder, les ganglions un peu partout. Puis, j'étais comme, ah, on a des ganglions là. J'étais pas au courant. Fait que là, en tout cas, j'en ai appris sur les ganglions à ce moment-là. Puis, une soirée de semaine, je suis comme, je vais partir à la recherche de mes ganglions. Puis, en écoutant la télé, là, comme j'étais là, je tapotais. Puis là, j'ai senti que j'avais une bonne bosse niveau claviculaire. Puis moi, j'avais eu un kyste l'année d'avant, là, un peu dans la même région. Fait que j'étais là, ah non, j'ai un autre kyste, puis c'était infecté, il avait fallu que je me fasse opérer, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, bon, voilà, j'ai un autre kyste. Fait que là, j'étais allée consulter, puis là, ma médecin, elle m'a dit, je suis pas sûre que c'est un kyste, elle a dit, ça a l'air plus au niveau des ganglions. Elle a dit, on va aller faire une échographie de surface. Fait que là, je suis comme, OK, ça en va là. Là, le radiologiste, il me dit, non, c'est ça, c'est pas un kyste. Il dit, tu as un amas de ganglions enflés niveau claviculaire. Il dit, on va juste faire une biopsie pour voir. Puis là, moi, j'entends le mot biopsie, puis je me dis, ah, mon Dieu, là, je commence à faire 1+1, comme, est-ce que ça pourrait être quelque chose d'inquiétant? Mais en même temps, tu sais, moi, je connais rien, là, tu sais, je sais pas ce que c'est un lymphome à ce moment-là. Fait que, passe une biopsie. Puis là, je vois... Puis tu sais, moi, en même temps, je reste quand même confiante parce que je suis vraiment en forme, là. Tu sais, j'ai pas de symptômes, j'ai rien. Tout va super bien. Fait que là, rencontre ma médecin. Puis elle me dit... elle me dit, on a vu qu'il y avait un peu d'activité au niveau de tes cellules. Fait que là, activité égale cellules cancéreuses. Elle me dit, mais on va quand même procéder à une autre biopsie juste pour comme aller vérifier. On va aller enlever une partie de tes ganglions, puis on va aller regarder ça un peu plus en profondeur. Puis moi, à ce moment-là, c'est là que ça a été, en fait, la période la plus difficile dans tout le processus de mon cancer. C'est que mon premier copain, quand j'étais au secondaire, il est décédé dans les mêmes dates d'un cancer. Lui, c'était, je pense, un cancer du côlon, si je me trompe pas. Mais tu sais, de mon âge. Puis là, moi, j'étais dans le processus de comme, j'ai-tu un cancer? Et ça m'a complètement démolie. L'attente est quelque chose. Hein, ah, l'attente est vraiment... c'est plus dur. Ah ouais, c'est vraiment difficile. Fait que finalement, tu sais,
va en chirurgie au bloc opératoire, m'enlève une partie de mes ganglions et tout ça. Puis c'est 4 semaines après que là, j'ai eu mon diagnostic officiel, en fait, qui est ça s'appelle un lymphome non-hodgkinien diffus à grande cellule B, moi, que j'avais. Puis là, tu sais, là, j'ai commencé à entendre toutes sortes d'histoires d'horreur parce que là, on me disait, les lymphomes de Hodgkin sont moins inquiétants. Tu sais, ils sont traitables plus facilement. Les non-hodgkiniens sont un petit peu plus inquiétants. Fait que là, moi, je suis comme, OK. Puis là, ma médecin, elle me dit, ouais, puis là, dans le fond, t'es stade 4. Elle me dit ça. Oh, shit. Là, moi, je suis comme, ben voyons donc. Genre, je suis là, je suis super en forme, j'ai aucun symptôme. Je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, ça n'a pas de bon sens ce que je suis en train de vivre. Puis, tu sais, en même temps, je me dis, ça se peut pas, là. Tu sais, c'est. Là, il y a ton bébé. Tu as ton deuxième bébé, là. Oui, c'est ça. Mes 2 enfants, en fait, ça a été vraiment ce qui a été le plus dur pour moi, là. Tu sais, ça, là. Quand je commençais à y penser, là, c'était vraiment. Ça a été dans cette période-là là, que c'est quand je pensais à mes enfants que je me disais, je peux pas, là. Tu sais, il faut vraiment que je me batte puis que. Je garde un bon mental. Puis, tu sais, mes enfants, là, mon plus vieux savait que j'avais un cancer, mais il savait pas que j'étais malade. Là. Tu sais, moi, j'étais bien orgueilleuse, puis je continuais de toutes mes activités, puis j'ai continué. Mais j'ai été chanceuse, là, j'ai été capable de continuer de travailler, là, puis de m'entraîner, puis de vivre malgré tout. Mais c'est ça s'est fait comme super vite après, là, En fait, j'ai commencé le processus de congélation d'ovules parce que là, c'est offert. Dans le fond, c'est couvert quand on est atteinte d'un cancer. Fait que j'ai commencé ce processus-là, puis il fallait... C'était rush, là, parce que mon oncologue, elle voulait vraiment que je commence les traitements le plus vite possible. Fait que, tu sais, tout ça s'est fait en comme 1 semaine et demie. Puis là, j'avais mon premier traitement. Puis c'est à peu près 1 semaine avant mon premier traitement que là, j'ai découvert la fondation, en fait. Là. Puis je pense que c'est une abonnée qui m'avait écrit. Elle m'avait dit, je sais pas si tu sais, mais tu sais, il y a des casques. Parce que je l'abordais, là, tu sais, sur mes réseaux. J'étais comme, je me suis fait à l'idée. Je vais perdre mes cheveux. Tu sais, ça fait partie d'eux. Puis, tu sais, ça va être un départ à neuf et tout ça. Puis, tu sais, j'avais commencé à m'abonner à plein de femmes que je trouvais vraiment belles, qui avaient perdu leurs cheveux. Puis je me disais, OK, là, je suis prête. Puis c'est ça, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Je suis allée voir la fondation. J'ai fait comme, mais voyons donc, c'est donc bien extraordinaire. Puis toutes les ressources, c'est tellement complet. Je me suis dit, j'ai-tu le temps? J'ai appelé Penguin Cold Cap pour les casques réfrigérants. J'ai dit, là, mon premier traitement, il est telle date. J'ai-tu le temps de recevoir ma boîte? En 24 heures, c'était livré. Ça a vraiment été rapide. Fait que j'ai tout appris là, rapidement, puis j'ai commencé ça, en fait, à ce moment-là. C'est bon. Ouais. Puis toi, mais tu sais, quand tu as reçu le diagnostic du stade 4, là, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Bien, moi, j'étais comme, je vais mourir. Il n'y a rien à faire. Peur. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui, avec les traitements que tu as faits, tu es correct? Oui, c'est ça, dans le fond. En fait, moi, j'ai été quand même chanceuse parce qu'après mon 3e traitement, j'ai fait un scan. Et mon cancer s'était résorbé à 98 à ce moment-là. Puis, tu sais, moi, j'étais infectée là, partout dans le thorax. Là. C'était bourré de cancer là, partout. Là. Puis, atteinte au poumon. Fait que c'est pour ça, en fait, que j'étais classifiée 4. Puis, c'est ça, je fais mon 3e traitement. Mon oncologue, elle me dit, on va faire un scan, tu sais, juste pour voir comment ça va. Elle me dit, ça s'est résorbé à 98 Wow! Hey, j'étais tellement émotive, là, j'en revenais pas. J'étais là, tu sais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment soulagée, contente. Puis là, j'ai commencé à avoir espoir. Là. Je me suis dit, je pense que je vais vraiment être capable de passer au travers de ça. Puis, j'ai tout le temps resté super positive là-dedans. Là, en fait, mes proches, c'est moi qui consolais mes proches. C'était mes proches qui pleuraient. Moi, j'étais comme, ça va bien aller. Ça va bien aller. Oui, ma mère, ça n'a pas été facile. Là. Ah, mon Dieu. Ouais. As-tu des frères, des sœurs? J'ai un frère, oui. Tu as un frère, OK. Fait que, tu sais, la relation avec ta mère proche, la fille, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que là, dans le fond, tu as eu une opération. En fait, c'était quoi ton traitement par rapport à ça? C'était quoi? Dans le fond, ça s'appelle le AirShop. Oui. Puis, dans le fond, c'est un 6 traitements. Avant, il en donnait 8. Puis, mon oncologue, ce qu'elle m'expliquait, c'est que de 6 à 8, il n'y a pas vraiment de différence. Fait que finalement, j'en ai eu 6. Puis, c'était, dans le fond, aux 21 jours. Fait que, tu sais, moi, j'ai été chanceuse. Ouais. Tu sais, il y en a que c'est aux semaines, là, mais tu sais, ça prend souvent
bonne semaine après ton traitement, en fait, pour comme retrouver un peu du poil de la bête. Fait que, tu sais, moi, j'avais comme tout le temps 2 semaines que j'allais bien. Après ça, 1 semaine que j'allais moins bien, 2 semaines que j'allais bien. Fait que, tu sais, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça a duré, dans le fond, j'ai commencé en juin, j'ai terminé en octobre. OK. Bon, c'est bon. Fait que moi aussi, j'ai fait à peu près la même chose, mais moi, c'était le taxotaire. Et là, dans le fond, tu découvres ça. Et là, surtout toi, qui es très présente devant une caméra, la notion de perdre tes cheveux, oui, tu t'y fais, mais tu sais, on parlait justement de Geneviève, en fait, RL, de Miss Sushi, que tout le monde connaît, qui, elle, justement, est enceinte. Elle a appris qu'elle a le cancer. On a voulu, justement, l'aider, la Fondation. Puis elle a dit, écoute, je suis enceinte, je peux pas gérer cette surcharge-là, mais que par après, on sent qu'elle a des regrets. T'sais. Et c'est ce qui arrive malheureusement à la plupart des femmes, de dire... Et les médecins ne nous encouragent pas. T'sais, toi, est-ce que ton oncologue t'a encouragé? T'as parlé de ça? Y a-tu une sensibilisation? Elle m'en a pas parlé du tout. C'est moi, en fait, qui l'a abordé. J'ai dit, tu sais, moi, je ferais les casques. Puis ça, c'est le fun, par exemple, parce que quand tu fais les casques, en tout cas, moi, j'ai été traitée à Drummondville, puis on a notre pièce à nous, là, tu sais. Fait que ça, j'ai bien aimé ça, d'avoir ma petite pièce. Ça, c'était... Mais tu sais, j'ai été vraiment encouragée, là. Les infirmières étaient vraiment super ouvertes, patientes, tu sais, parce que, veux pas, tu sais, des fois, ça retarde certains médicaments, tu sais, tout ça, parce que là, tu sais, on a un médicament, là, qui nous met à la seringue, là, qui est vraiment fort. Puis ça, des fois, j'étais comme, tu sais, on peut-tu attendre juste un 10, là, le temps que, tu sais, je fasse mon switch? Puis, tu sais, puis il était super gentil, puis ça a vraiment été bien reçu. Mais mon oncologue, ce qu'elle m'expliquait, en fait, c'est que elle n'avait pas vu de résultats positifs avec les casques encore, là. Tu sais, elle disait, moi, les gens que j'avais vus, c'était plus comme, ils étaient parsemés, tout ça. Puis là, quand elle me voyait, elle était comme, OK, là, elle me dit, tu me fais réaliser que ça peut vraiment fonctionner, là, les casques, là, tu sais, mais il faut le faire comme il faut, là, tu sais. Il y a quand même une procédure. Suivre le protocole. Ça, exact. Puis c'est pour ça que nous, dans la Fondation, dans les derniers... Tu l'as vécu, mais on a voulu faire un site web, créer les feuilles, tu sais, pour dire comment tu calcules tes minutes. On a fait une dizaine de vidéos pour expliquer comment ça fonctionne, rendre le tout le plus accessible. Et le pourquoi qu'on existe, en fait, c'est de permettre de choisir. C'est qu'aujourd'hui, le médecin, moi, je me rappelle, il m'a dit, Cléo, tu vas faire de la chimio, tu vas perdre tes cheveux. Pourquoi c'est la deuxième phrase qu'on me dit? Oui, moi aussi, c'est exactement ça qu'elle m'a dit. Pourquoi tu es obligée de me dire de perdre mes cheveux? Moi, j'étais préparée, là, moi, j'étais blindée, là, j'étais gonflée à bloc. Là, je l'ai regardé, je dis non, je ne perdrai pas mes cheveux. Et que là, le médecin, il a juste comme, en voulant dire, tu veux faire les cas, débrouille-toi, tu feras. Après un mois, il me demande, hey, il dit, t'as-tu une perruque? J'ai dit non, j'ai gardé mes cheveux. Tu sais, c'est comme, voyons donc! Comment ça, on ne peut pas permettre aux gens de faire des choix éclairés? Ah, je le sais. C'est complètement fou. Puis, tu sais, en fait, je pense que, tu sais, on le voit là, sur la communauté, là, des fois, il y a des hôpitaux que c'est vraiment mal perçu, qui veulent pas. Ils te découragent. Oui, puis pourtant, il n'y a personne qui gère ça. Là. C'est nous, avec notre accompagnateur, tu sais, qui... On est complètement autonome, on dérange en rien. C'est ça, exact. On est complètement autonome. Puis il y a quand même des hôpitaux, tu sais, justement des oncologues, tu sais, qui sont vraiment décourageants, tu sais, c'est ça, qui nous encouragent pas à le faire. Ça, je trouve ça vraiment dommage parce que moi, ça a vraiment été, en fait, ce qui a fait que j'ai gardé le moral là, tout au long de mon processus là, que j'ai traversé la maladie. Parce que tu es une jeune maman. Oui. Tu sais, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Le fait de garder tes cheveux, là, tu sais, à quelque part, oui, tu as décidé d'être vocale, tu as décidé d'être public, mais en même temps, quand tu vas à l'épicerie, tu n'as pas l'impression, tu n'as pas un regard de pitié, tu n'as pas un regard... Exactement. Tu te dis à qui tu veux. Oui, c'est ça. Il y a cette notion-là aussi, là, tu sais. Ah, vraiment. Puis ça, tu sais, justement, de sentir qu'on est... Tu sais, ça, c'est un sujet, je trouve, qui est délicat dans le sens où, tu sais, moi, les femmes qui perdent leurs cheveux, je les trouve absolument magnifiques. Puis, tu sais, il y en a aussi qui prennent la décision volontairement, qui sont bien conscients de la Fondation, puis des options qui s'offrent à elles, puis qui décident quand même, tu sais, de pas le faire, puis qui perdent leurs cheveux, puis qui sont super, qui sont vraiment magnifiques, tu sais. Puis moi, justement, j'essaie de faire attention à ça, de pas porter des regards sur ces gens-là, parce que, tu sais, on ne sait pas ce qu'ils vivent, puis... Tu sais, c'est déjà assez grand, là, ce qu'ils vivent. Là, on n'a pas besoin de tourner le couteau dans la plaie. Mais non, moi, vraiment, c'est ça. Ça l'a fait toute la différence parce que juste de se regarder dans le miroir puis de voir qu'on a encore des cheveux,
on se victimise pas. On se dit pas, « Ah, mon Dieu, OK, je suis malade. » À chaque fois qu'on se voit dans le miroir, de se dire, « Bon, je suis malade, je suis malade, je suis malade. » C'est juste ça qu'on voit, tu sais. Puis qu'est-ce qu'on oublie aussi ou on sous-estime, c'est que toi qui avais les cheveux, tu sais, quasiment aux hanches, là, ben de ravoir cette longueur-là va te prendre 3-4 ans. Oui. De retrouver la Mégane que tu es. Tu sais, c'est ça, on l'oublie aussi. Tu sais, dire, c'est pas grave, ça repousse. Oui, mais ça repousse. Moi, je frise comme un mouton, là. Tu sais, j'aurais eu un... Oui, puis après la chimio, c'est fou, assez commun. C'est assez... Ça frise, oh my God! Écoute, c'est ça. Fait que, tu sais, la réalité. Donc, explique-nous un peu, pour les auditeurs qui ne connaissent pas la Fondation, comment ça fonctionne, le CAS, tu sais, comment ça marche? C'est sûr que c'est un processus qui est quand même assez prenant. Faut en être conscient. Là. Ça va être, c'est prenant, mais c'est quelque chose qui se fait assez bien. Quand on trouve un peu notre rythme là-dedans, ça se fait quand même assez bien. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu commandes tes casques, puis c'est un paiement... tu as un paiement à faire mensuellement là, pour la location, en fait, de l'équipement, parce que c'est de l'équipement vraiment médical. Là. Et là, ce que j'aime, puis là, ce que je veux rajouter, c'est que allez voir sur la Fondation, on commence à avoir des programmes et des partenariats pour aider les femmes qui n'auraient pas les moyens. Donc, on a un partenariat avec Saphir qui peut, la Fondation Jean-Marc Paquette, qui vont offrir des bourses à des femmes en difficulté qui voudraient payer le CAS. Le CAS, on parle de quoi? Un 500 $ par mois? En tout cas, à l'époque, quand je l'ai fait, c'était ça. 500 $. Tu as ta glace sèche aussi qu'il faut que tu achètes. Moi, je pense qu'il y a des partenariats, là, je pense, sur la Fondation où est-ce qu'on peut la payer moins cher. Oui, c'est ça. Moi, à Drummondville, c'était... dans le fond, mon fournisseur, c'était Biogivre. Fait que lui, il me chargeait pas moins cher. Ça me coûtait 105 $ de glace à chaque traitement. Fait que, tu sais, mettons, il y avait, c'est ça, un 105 plus les casques qui sont comme... un 450 environ dans ces eaux-là. Fait que, tu sais, ça aussi, là, c'est un investissement financier. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que c'est ça. Tu as ton équipement du début à la fin. Tu gardes le même équipement. Moi, j'ai été bien rassurée quand j'ai su ça, parce qu'au début, j'étais comme, OK, il faut que je renvoie ça. Là, ils vont m'en renvoyer. Je vais-tu l'avoir d'un temps? Tu sais, comme ça me stressait bien gros. Finalement, ça se fait super bien. Puis, dans le fond, tu sais, t'expliques, moi, le fournisseur, c'était Penguin Cold Caps, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, il y a non. Non, c'est ça. Hein, au Québec, en fait, là, le représentant au Canada qui est vraiment éprouvé, on montre une autre méthode sur le site web qui est les stations fixes avec Paxman aussi. Il y a différentes formes qu'on essaie d'intégrer ici, mais celle qui est comme éprouvée et approuvée, si tu veux, c'est avec la compagnie Penguin Cold Cap qui ont voulu, eux, intégrer ça ici. Fait que présentement, c'est comme celui qui est le plus populaire. On espère dans le futur. Moi, mon chum, quand il me voyait, c'est lui qui était mon capeur puis qui changeait les casques aux 20 minutes. Il dit, je peux pas croire que j'ai une souffleuse électrique puis que je peux pas te mettre un casque sur la tête avec des batteries électriques dans le dos ou quelque chose. Ah non, c'est ça. Fait que là, on est à l'affût avec la Fondation de trouver les meilleures manières pour simplifier parce que actuellement, c'est que tu commandes tes casques, tu as quelqu'un qui vient t'aider. Oui, c'est ça. Il faut que tu aies quelqu'un qui t'aide parce que, tu sais, veux pas... En tout cas, dans mon cas, moi, j'étais branchée, là, j'avais mon... un cathéter, là, dans le fond, ici, dans le bras. Fait que, tu sais, là, t'es comme limité, t'as ton soluté, tout ça. Fait que, tu sais, tu peux pas tout faire par toi-même. Des fois, t'es sollicité aussi avec les infirmières et tout ça. Fait que, tu sais, d'avoir un accompagnateur qui, lui, va pouvoir, en fait... te décharger là, de tout ça. Parce que veut pas, tu sais, c'est de se pencher. Tu sais, c'est très rudimental. Tu sais, il faut que tu fasses des rotations. T'as ta glace sèche. Fait que là, tu sais, tes casques, moi, il fallait que je les tienne à moins 32, mes casques. Mais tu sais, ça dépend de ton protocole, de ton épaisseur de cheveux et tout ça. Tu sais, t'as un formulaire à remplir puis ils te disent, en fait, c'est quoi la méthode. Puis d'ailleurs, il y a des hôpitaux qui commencent à en fournir, mais... Le côté comme négatif de ça, c'est que, en tout cas, moi, dans mon protocole, après ma chimio, pendant 5 heures à la maison, il faut que je continue mes casques. Là. Fait que c'est prenant aussi. Tu sais, je me rappelle ma première journée de traitement, j'étais arrivée là à 8 heures. On est reparti à 5 heures. Puis après ça, de 5 heures, pendant 5 heures le temps, il fallait que je continue mes casques. Puis c'est aux 20 minutes. Là. Puis là, tu as une rotation à faire. Fait que, tu sais, c'est prenant, mais tu sais, c'est pas compliqué. Là, dans le sens où c'est juste... ta routine à un moment donné, ta vitesse de croisière. Puis les gens vont dire, la question qu'on se fait toutes poser, c'est-tu froid sur la tête? Qu'est-ce que tu fais pour le garder sur la tête à moins 30? Bien, en fait, c'est les premières minutes qui sont comme un petit peu plus
Inconfortable, mais c'est pas douloureux. Là. C'est comme manger un Mr. Freeze, tu sais, qui gèle le cerveau un peu, puis après ça passe. Moi, je m'en rendais plus compte. Non, tu le sens plus à un moment donné. Non, c'est ça. C'est juste que, mettons, moi, plus que ça allait, tu sais, je perdais quand même des cheveux là, dans le processus parce que, tu sais, veux pas, il y a tellement de choses là, qu'il faut que tu fasses attention là, aussi là, par après. Tu sais, il faut que tu laves tes cheveux à l'eau tiède, dans le lavabo. Tu peux pas mettre de pression sur tes cheveux, de soleil, de transpiration. Tu sais, il faut quand même que tu fasses attention. Fait que, tu sais, puis moi, j'étais en plein été, là. Fait que, tu sais, j'ai 2 jeunes enfants. Fait que, tu sais, on va au parc. J'ai beau mettre des chapeaux, des fois, tu sais, il fait chaud et tout ça. Fait que, tu sais, j'en perdais quand même. Mais, tu sais, somme toute, j'ai gardé ma chevelure et j'en suis bien reconnaissante. Mais ce que je voulais dire, en fait, avec ça, c'est que, tu sais, c'est ça, t'as comme... tu peux perdre quelques cheveux durant le processus. Puis ça le fait que moi, plus que ça allait, plus que là, c'était un peu plus froid. Il fallait que je m'amène des doudous. Il fallait que je me garde au chaud quand même. Mais tu sais, le premier traitement, j'avais tellement les cheveux épais. J'étais comme... Moi, j'ai fini ma journée de casse là, comme un pet. Là. J'étais comme, c'est tellement facile. Mon Dieu, ça va bien aller. Puis là, tu sais, on dirait que c'est plus que ça va. Là, que là, faut vraiment que tu te rattaches au fait que ça vient vraiment... jouer mentalement sur le moral et tout ça, là, parce que, tu sais, veux pas, c'est prenant, mais mon Dieu. Mais moi, il y a une chose, par exemple, que j'avais... Puis ça, c'est Sophie Trusdale qui m'avait dit ça. Elle dit, le fait de focusser à garder tes cheveux, c'est comme si ça défocus de la maladie puis de penser que tu es malade. Pour vrai, oui, vraiment. Moi, c'était comme un genre de projet que j'avais avec mon chum. Là. Puis mon chum, lui, il se sentait tellement impuissant qu'il disait, au moins, j'ai contribué à garder les cheveux de ma blonde. Ben oui, tellement. Puis c'était mon capeur en chef. Puis, tu sais, c'était comme... Fait qu'il y a cette notion-là qu'on sous-estime que si on est capable d'être bien accompagné, c'est pas pour tout le monde. Mais en fait, l'intention de la Fondation, c'est est-ce qu'on peut donner le choix? Oui. Comme toi, tu sais, de la faire connaître, de dire, regarde, j'ai fait le choix de le faire, puis tu le regrettes pas. Oui. C'est pas quelque chose de facile à ce jour dans les traitements. On souhaite, et souvent, des fois, il va y avoir des casques fixes qu'on va plugger dans le mur, sauf que tu dois libérer ta chaise après 4 heures. C'est ça. Fait que là, souvent, ce qui arrive dans la plupart des cas, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'on ne respecte pas le protocole. Exactement. Mais quand tu respectes le protocole, la plupart du temps, ça fonctionne. Ah, mais c'est incroyable. Là. Moi, quand je suis allée m'abonner justement au groupe, la communauté sur Facebook, je me suis dit, bon, il va en avoir combien là, sur la quantité de personnes là, pour qui ça a vraiment fonctionné? Puis je voyais ça, j'étais là, ça fonctionne pour à peu près tout le monde. Là. Oui. Si vraiment là, tu prends le temps de bien le faire, là, c'est impressionnant comment les gens gardent bien leurs cheveux. Là. Oui. C'est vraiment... Moi, là, j'ai trouvé ça vraiment motivant. Puis c'est ça qui a fait. Puis tu sais, c'est vraiment là, monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est toutes les tranches d'âge, puis tous les types de chevelure. Puis vraiment... J'ai vraiment trouvé ça impressionnant là, à quel point c'est réellement efficace. Oui, c'est vraiment. Puis l'autre affaire aussi, c'est que c'est le fun d'avoir créé cette communauté-là. Hein? Oui, vraiment. On se sent moins seul, tu sais, parce qu'on a beau d'en parler à nos proches, puis, tu sais, ils nous encouragent, mais, tu sais, moi, mes proches, ils croyaient pas au processus de casque, là. Ils se disaient, c'est beau, là, tu sais, prends le temps de le faire si tu veux, mais, tu sais, tout le monde pensait que j'allais les perdre, mes cheveux, là, tu sais, quand même. Puis là, les gens autour de nous, tu sais, puis tantôt, j'en parlais, mon oncologue aussi, qui est comme, crème, ça fonctionne vraiment, finalement, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de voir des beaux témoignages comme ça qui encouragent encore plus la communauté à... Puis, tu sais, quand on a justement des journées qu'on trouve ça difficile, bien, on se rattache, on se dit, bien, Colin, il y a 250 autres personnes qui sont en train de le faire en ce moment puis qui sont en train de traverser la même chose que moi puis qui le font. Fait qu'on le fait, puis c'est un coup à donner, puis après ça, on va être content de l'avoir fait, là. Fait que merci d'être là puis de nous partager ça. Ben merci c'est trop le fun de m'inviter. C'est tellement gentil. C'est ça. Ben oui, c'est trop le fun. Fait que c'est quoi, dans le fond, Mégane, ta plus grande leçon apprise de toute cette aventure-là? Quel cancer? Ben en fait, moi, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point on n'a qu'une vie à vivre. Hein? Puis tu sais, moi, je me suis toujours mis, surtout depuis que j'ai des enfants, on dirait que mon bonheur, c'était vraiment secondaire. Tu sais, moi, c'était... Je veux que mes enfants soient heureux, que mes proches soient bien. Je suis encore comme ça, beaucoup. Là, je suis très codépendante, là, autant avec mes amis qu'avec mon chum, mes enfants. Moi, si les gens autour de moi sont bien, je suis bien. Mais c'est vraiment l'année passée, quand j'ai eu mon diagnostic, que là, ma vie a vraiment... En fait, mon
mon mental a vraiment pris un tournant que je me suis dit, à partir de maintenant, je suis ma priorité dans ma vie, je me choisis et je mets mon bonheur de l'avant. Fait que ça m'a mené à prendre toutes sortes de décisions qui ont été des grands changements dans ma vie, mais qui, somme toute, étaient pour le mieux, tu sais, parce que j'étais pas heureuse, tu sais, dans la vie que j'avais à ce moment-là. Fait que, tu sais, puis de vraiment, c'est important de prendre du temps pour soi, même si on est maman, tu sais, de prendre le temps de voyager, de profiter, de demander de l'aide, tu sais, à nos proches. J'ai bien de la misère, mais somme toute, tu sais, c'est vraiment ça que ça m'a fait réaliser, puis de la chance qu'on a d'être en santé, puis qu'il faut pas la prendre pour acquis, là, peu importe l'âge qu'on a. Il faut vraiment, vraiment en prendre soin, là, de notre santé. C'est plus une deuxième, une troisième priorité dans ma vie. C'est rendu ma première Qu'est-ce que priorité. tu fais pour prendre soin de toi? Bien, en fait, tu sais, là, j'ai vraiment recommencé à m'entraîner parce que dans les dernières années, je m'entraînais plus du tout. Je mangeais pas très bien, dans le sens où, tu sais, je mangeais très peu. Tu sais, je regardais pas trop ce que je mangeais. Tu sais, je mangeais pas assez de protéines, pas assez de vitamines et tout ça. Tu sais, maintenant, j'essaie vraiment d'avoir des menus qui sont équilibrés, de manger mes 3 repas par jour, mes collations et tout ça. Puis, sinon, ben c'est ça, de rester actif, c'est vraiment important. Surtout quand on réalise qu'on a la chance d'être actif, faut prendre cette chance-là. Puis, Pas attendre d'être malade pour changer. Ben, c'est ça qu'on c'est veut ça. lancer comme message. Exactement, oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux auditeurs, dans le fond, par rapport à tout ça, qu'on n'a pas discuté aujourd'hui, mais qui est important pour toi? Bien, en fait, tu sais, quelque chose qui revient beaucoup, là, c'est que les gens, souvent, vont avoir des symptômes. Tu sais, mettons qu'on parle du cancer, là, tu sais, puis ça reste beaucoup dans la peur. Tu sais, les gens n'osent pas aller consulter, mais tu sais, d'aller faire des routines juste pour se rassurer, tu sais, d'aller comme vérifier que tout est beau, puis que, tu sais, souvent, moi, je deviens un peu comme la confidente. Tu sais, les gens m'écrivent « Hey, j'ai une bosse à telle place, tu sais, qu'est-ce que je fais? » Bien, va consulter, tu sais. Prends pas de chance. C'est ça, prends pas de chance, puis attends pas que le temps avance, puis on ne sait pas, là, tu sais, des fois, il y a des types de cancers aussi qu'on s'en rend pas compte de sitôt, là, tu sais, que c'est vraiment plus tard que ça se développe, puis qu'il est rendu trop tard. Fait que, tu sais, de se tenir à l'affût, puis c'est ça, de prendre soin de soi, c'est tellement important, là, tu sais, autant le physique que le mental. Il faut vraiment, vraiment prendre soin de soi, puis de profiter de chaque instant. Parce qu'on est notre priorité dans la vie. J'aime ça. Ouais. Puis la Mégane, dans 10 ans, elle va être où? La Mégane, dans 10 ans, j'espère qu'elle va être heureuse, encore avec 1001 projets, parce que c'est vraiment ce qui me drive le plus dans la vie. Oui. Puis, en fait, moi, je demande pas grand-chose, là. Tu sais, j'ai juste besoin d'avoir un toit, d'avoir des gens que j'aime autour de moi, qui sont eux aussi en santé, puis le gros minimum, là, puis je sais que je vais être heureuse de cette façon-là. Super. Être bien entourée avec les bonnes personnes, Vraiment. avoir la santé. Ouais. Écoute, Mégane, merci infiniment. De m'avoir éduquée dans le rôle de création de contenu. Ma tante Cléo est vraiment contente d'avoir appris. Encore. Très contente, mais surtout d'avoir partagé et témoigné un peu ton expérience avec la Fondation Garde tes cheveux. Oui. Comment ça a pu être utile pour toi. Comme tu dis, il faut la faire connaître, cette fondation-là. Absolument. Il faut partager que oui, c'est possible de garder nos cheveux en chimiothérapie. Mm-hmm. Et ce sont des gens comme toi qui peuvent vraiment nous aider. Alors, je te remercie sincèrement d'être venu sur ce podcast-là, dans le cadre du podcaston. Bien, merci pour l'invitation. Ça a été vraiment un très grand plaisir. Puis si ça peut faire découvrir ça, donner l'opportunité à plus de femmes de pouvoir conserver leurs cheveux, bien, on va avoir fait notre partie du travail. Exactement. On va avoir eu un petit impact positif dans la exact. vie de ces gens-là. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.